Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Rendez-vous, votre magazine culture et société. Et si on retombait en enfance pour découvrir l'histoire du plus petit des grands empereurs? Ce soir, rencontre avec Frédéric Pierrot, le fondateur du musée Naporama, le plus impérial des petits musées, où la vie de Napoléon se raconte en Playmobil. Napoléon, justement le personnage le plus rock'n'roll de l'histoire, ce sera par Philippe Perfettine. Enfin, c'est le cas de le dire, le Napoléon inachevé de Kubrick, adapté au théâtre. Ce sera la chronique de Marie-Jo Harry-Guilandine. Frédéric Pierrot, bonsoir. Bienvenue au Rendez-vous, c'est un véritable plaisir de vous accueillir. Frédéric, vous êtes un grand enfant. Oui, incontestablement, oui, ça c'est sûr. C'est vrai. Oui. Alors, si vous êtes d'accord, on va faire un petit tête-à-tête et essayer de vous connaître davantage. Alors, Frédéric, vous êtes le fondateur du musée Naporama. C'est le plus impérial des petits musées. C'est un musée qui n'est pas comme les autres, qui est dédié à Napoléon et qui est intégralement réalisé en Playmobil. Oui, tout à fait. C'est un retour dans l'enfance, c'est-à-dire qu'il y a 2 temps. Quand j'étais enfant, je faisais déjà ça, avec les premiers Playmobil. Et puis pendant plus de 40 ans, ça s'est arrêté. Et puis à un moment, c'est revenu. Voilà. En force, c'est le cas de le dire. Oui, pour le coup. Ça a été un vrai défi, une organisation. Et puis, des étapes à franchir. Non, c'était assez fantastique. Très stressant quand même, comme aventure. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Playmobil Napoléon n'existent pas. Ah bah oui. Voilà. Donc il y avait 2-3 farfelus comme moi en France qui travaillaient un peu, chacun en plus sur leur spécificité. Certains, c'était les dragons, d'autres, c'était Napoléon. Donc quand je dis dragon, je parle du corps d'armée. Donc il a fallu un peu les rencontrer, parler avec eux. Initier un mouvement avec des gens qui avaient déjà une espèce d'expertise, et puis ensuite apprendre avec eux et avancer de façon autonome. On va revenir justement sur ces difficultés de Playmobil, mais vous avez dit ça a maturé pendant 40 ans ? Non, pas du tout. Ah. Là, après, c'est l'histoire. C'est une histoire humaine. Alors racontez-nous comment est né ce projet complètement insolite et incroyable. Déjà, moi je suis arrivé à Ajaccio il y a quelques années, à la suite d'une rencontre avec quelqu'un qui vivait ici. Et je m'étais quand même rendu compte qu'il y avait un manque. C'était pas une critique, c'est que l'association, pour quelqu'un qui finalement découvre, c'est toujours... Il y a le côté naïf, candide. Il dit, tiens, c'est curieux, Napoléon est né ici, est-ce qu'il y a un endroit où on explique les batailles? Et puis, ça se proposait pas. Et puis, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être le faire. Ça aurait été intéressant avec des soldats de plomb. Bon, le temps est passé. Puis après, les événements personnels majeurs, assez douloureux, m'ont amené une remise en cause sur ce que j'étais, qui j'étais, dans quel état j'irais. Et du coup, je me suis dit... il faut que je fasse quelque chose. Je travaillais dans le numérique. Pour mes enfants qui grandissaient, c'était un peu immatériel pour le coup, le numérique. On peut dire. Et puis, je me suis dit, non, je vais faire ça. Je vais avancer dans cette idée. Et je vais me lancer ce défi. Je vais marquer le temps avec ce projet. Et puis, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Ouais. Folle aventure. Oui, tout à fait. Une épopée, si je puis dire. Et puis alors, ce que j'ai fait, je me suis... parce qu'il y a un trait de mon caractère, peut-être chez tout le monde, mais je me suis aussi, auto-enclavé, c'est-à-dire auto-fermé. C'est-à-dire que j'ai annoncé la chose pour m'obliger à aller au bout de la chose. Très curieux comme méthode. C'est-à-dire que j'ai commencé à dire, je vais le faire à des amis ici. Et je savais qu'en fait, ça y est, il fallait que j'aille au bout. Parce que des fois, sur ce type de projet, on peut s'arrêter, se dire, là non. J'avais dit que je ferais. Alors, vous l'avez dit, la parole était engagée. Oui. La passion des Playmobil était là aussi. Oui, c'était naturel, ça, après. Mais difficulté, vous n'êtes pas historien. Non, pas du tout. Comment on fait dans ce cas-là pour restituer l'histoire de Napoléon sans se tromper ? Alors, en fait, je fais comme je procède. Vous avez dit que j'étais un enfant, mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque on s'intéresse, par exemple, au cosmos, à la science, souvent, moi, je prends des livres pour enfants. Je trouve que les livres pour enfants, c'est vraiment intéressant pour justement aborder un sujet complexe. Et il y avait des choses sur Napoléon autour des livres pour enfants. Donc j'ai commencé par lire des livres pour enfants parce que le parcours est tellement puissant, vaste et dense que si on prend un bouquin, on se dit mais j'arriverai jamais au bout. Alors que lorsqu'on prend un livre pour enfants, on a déjà une succession de 15-20 images. Puis après on va les compléter par 30 images. Mais on avance comme ça. Donc les jalons se sont placés comme ça. Quand j'ai vu que la bataille de Boule de Neige de Brienne, on l'a retrouvée dans le petit livret Quelle Histoire, on l'a retrouvée dans les anecdotes, on l'a retrouvée dans la bande dessinée, on l'a retrouvée dans les images de tablettes de chocolat. Bon, je savais une idée, à Brienne, c'est incontournable. Voilà, puis après, les successions se faisaient. Et j'ai découvert aussi des étapes que je ne connaissais pas, évidemment. Vous l'avez dit tout à l'heure, le problème avec les Playmobil, c'est qu'à l'effigie de Napoléon, forcément, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas.
coup, il a fallu faire appel à Alors, l'imagination oui, et au c'est talent ça. de création. Oui, oui, oui. Mais c'est-à-dire qu'il y a deux choses après qui constituent la création. Être conforme à l'histoire, donc proposer un personnage dont la tenue soit proche de l'iconographie, et puis ensuite trouver la ressource pour le fabriquer. Et là, Alors on vous a aidé. il s'avère qu'il y a des passionnés en Espagne, parce qu'il y a une usine en Espagne, et qu'il y a, paradoxalement, parce que l'histoire de la guerre d'Espagne n'est pas positive pour Napoléon, mais des passionnés, donc qui avaient fabriqué déjà des éléments en résine, donc je trouvais des sacs à dos. Donc je dis, tiens, ça existe. Et puis après, dans un autre coin, des cartouchières. Donc il y a eu un assemblage européen, pour le coup, c'est vrai, un garçon en Bretagne qui disait, moi, j'ai fabriqué des casques de dragon, que j'ai d'ailleurs utilisés par la suite. Et donc j'ai commencé à assembler des éléments. Et puis il y a aussi un réseau de passionnés qui, eux, fabriquent, qui customisent, entre guillemets, donc, des Playmobil, avec qui j'ai travaillé au départ aussi, qui m'ont dit, nous, on peut faire tel type d'armée. Et ça m'a permis quand même aussi d'avoir une assurance. Parce que le champ des possibles, je ne le maîtrisais pas du tout. Et Playmobil vous a donné l'accord pour Oui, faire tout ça. à fait. Ils viennent même d'une certaine façon de le réitérer, parce que je leur ai envoyé le bilan un peu de cette saison, et bon, ils sont très bienveillants et contents de ce projet. Est-ce qu'ils vont éditer des petits Napoléon Playmobil? Aucune idée. Pas encore. Non, il faut encore les fabriquer ici, j'allais dire de façon artisanale. Il y a combien de Playmobil dans votre musée? 700, un peu plus de 700. Quand même. Oui, oui, oui. Du coup, on peut vous aider, on peut contribuer, alors soit en fabriquant des petits personnages, soit... Alors, ce qui est bien, c'est ça, c'est que depuis cette année, des personnes m'amènent des lots, donc je les transforme, et puis je leur propose même, s'ils le souhaitent, d'intégrer leur nom, enfin, c'est une petite dédicace sur un des soldats, et voilà. Donc Atelier Playmobil. Voilà, oui. La transformation se fait à partir de Playmobil existants, et c'est toujours plaisant, ça, oui. Alors si on a moins de sens créatif, on peut aussi accompagner l'initiative financièrement. Oui, ça c'est bien. C'est bien parce qu'on est en association, et que, voilà, pour durer, c'est toujours pareil, le nerf de la guerre. Il le faut, et c'est bien, c'est bien. Surtout qu'en fait, le projet s'étend toujours davantage. Là, avec l'arrivée de Ponténove, qui était nécessaire, Ponténove, c'était pas quelque chose qui était venu immédiatement, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment le chaînon manquant pour plein de monde. Tous les visiteurs n'associaient pas, déjà certains n'associaient pas Napoléon à la Corse, hein. Les gens oui, à ce point-là. étrangers, non, ça arrive. Ensuite, Napoléon et Paoli, il n'y a pas de connexion. Et ensuite, il y a la résonance locale qu'il fallait traiter. Et puis ça se tenait, il y avait cet engouement de Napoléon, la phrase qu'il avait écrite à l'endroit de Paoli, Ponténove, donc ça se tenait, il fallait qu'il y ait une cohérence pour que les gens aussi qui viennent en Corse fassent un lien culturel, c'était important. Justement, quels sont les grands passages de l'histoire de Napoléon que vous avez décidé de mettre en scène dans votre musée? Alors là, c'est la première partie. Et encore, elle s'arrêterait presque jamais. Là, on y est presque à la première partie, hein. On a l'enfance. Et l'enfance, même, il y a des choses intéressantes par rapport à sa nourrice. Là, le conservateur de la Maison Bonaparte m'a donné une liste de scènes aussi que je ne connaissais pas, qui vont faire partie d'une exposition qui arrivera l'année prochaine à la Maison Bonaparte, autour de Playmobil. Donc là, déjà, l'enfance, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc l'enfance, c'est intéressant à traiter. Ensuite, on passe tout de suite à l'école de Brienne. On aborde le conflit avec Pascal Paoli, parce que c'est aussi la clé. Pourquoi est-ce que Napoléon ne reste pas en Corse? Pourquoi la famille n'est pas en Corse? Pourquoi bon. Ensuite Toulon, ensuite les successions emblématiques. Et puis donc toutes ces scènes, hein, il y a Toulon, la première campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, le coup d'État, la deuxième campagne d'Italie, l'attentat de la rue Saint-Nicaise, qui est important. Et puis on termine par le Sacre. Mais après, il y a plein de petites anecdotes qui pourront être rajoutées. Il y a même quelques anachronismes. Ça, c'est volontaire. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, pour les petits, je me suis rendu compte que les tout petits de 3 à 6 ans, ils décrochaient rapidement. Il y a trop de noms, trop de situations complexes. Donc, l'intégration de petits animaux sur la bataille d'Arcole, il y en a une trentaine, mine de rien. D'un seul coup, ils sont heureux comme tout, ils les nomment. Et après, pour les plus grands, suivant les tranches d'âge, l'anachronisme intervient. Et les personnes adorent ça. Wolverine rencontre Napoléon. Voilà, c'est ça. Ouais, ou Luke Skywalker, ouais, tout à fait. Donc ça, on peut le retrouver. Oui, magnifique. Oui. Et là aussi, dans l'Égypte, j'ai intégré le thème du Petit Prince cette année. Donc avec le Petit Prince, le renard, le mouton, l'aviateur. Et les gens adorent aussi. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont... Ça permet d'éveiller? Pardon? Ça permet d'éveiller la curiosité. Oui, c'est-à-dire qu'ils voient la maquette, il y a l'explication, et après on leur dit maintenant, vous allez jouer, alors ils adorent. Et ça s'adresse à qui? Aux grands ou aux petits? Tout le monde. Tout le monde. Des fois, j'ai un groupe d'adultes. Et quand j'arrive à la bataille des pyramides, qui est souvent le premier jeu en fait que je lance, c'est à la moitié de la visite. Avec les adultes, je me dis je le fais pas, il y a un questionnement intérieur majeur. Et je me rends compte que quand je le lance, les gens sont heureux. Tout de suite, les regards s'éveillent, les gens se rapprochent. Et la magie opère. Ouais, tout de suite. Il se passe quelque chose. Ouais.
Alors raconter l'histoire justement avec un grand H autrement et pas de façon académique, vous l'avez dit, parfois ça pose problème, surtout lorsqu'il s'agit de la grande figure de Napoléon. C'est le coup de gueule de Philippe Perfettine. Il nous attend de l'autre côté du plateau. Je vous invite à me suivre, c'est le moment de la rencontre. Bonsoir Philippe, comment allez-vous? Ça va bien. Vous nous merci. attendiez? Bien sûr. Sagement. Oui. Bon, vous avez entendu tout ce qu'on a raconté? Tout, de A à Z. Vous n'avez pas perdu une miette, Okay. Vous avez tout noté. Alors, question d'usage, est-ce que vous vous connaissez, messieurs? Oui. Absolument. Ah bah donc, Et d'ailleurs, d'un petit aparté, ce que je vous ai amené comme petite maquette, les membres présents sur le bateau pour la fuite, j'ai appelé Philippe pour savoir qui était présent ce jour-là sur le bateau. Mais qui était présent ce jour-là sur le bateau, Il y Philippe? avait toute la famille, hein, quasiment. Ils sont là-bas. Voilà, c'est Ouais. ça. Ils sont maintenant Oui. sur le Et plateau d'ailleurs, du j'ai une rendez-vous. question pour Philippe, parce que quelqu'un me l'a posée et j'allais t'appeler. On m'a dit, et le cardinal Fesch, il est où? Ah, normalement, il est dessus. Hein. Ah ben voilà, donc c'est une personne Ouais. voilà, on n'en avait pas parlé à ce moment-là, moi je m'étais focalisé sur la famille, alors que non, c'est la famille, mais j'étais là, frère et sœur, donc il va falloir que je rajoute Le cardinal, le c'est la cardinal. famille Et quand oui, même. oui, tout à fait. Allez, on va revenir sur l'histoire de Napoléon. Petite parenthèse, Philippe Perfettine est donc animateur du patrimoine de la ville d'Ajaccio et Napoléon n'a presque plus aucun secret pour vous. Et ce qui vous énerve particulièrement, Philippe, c'est la manière dont Napoléon a été récupéré par les universitaires. Elle est poussiéreuse alors que la vie de Napoléon, je cite, c'était du rock'n'roll. Oui. C'est surtout que ça n'a pas été récupéré par les autres. Bon, après, il y a des raisons historiques à ça au niveau national et au niveau régional. Mais bon, le fait est qu'il fut un temps où Napoléon était le précaré d'une certaine frange d'universitaires sur le continent et ça n'existait nulle part ailleurs en France et encore moins en Corse. Pourquoi ? Parce que d'abord, historiquement, il y a la Troisième République qui arrive après le Second Empire et qui essaye de rayer de l'histoire le message des empereurs. Donc c'est l'avènement de la République. Très bien. Encore derrière, il y a le général de Gaulle qui arrive au moment où on est en période bicentenaire de naissance de Napoléon. Et bon, querelle de grands hommes, donc il n'accorde pas à Napoléon la place qu'il aurait peut-être dû avoir. Et puis bon, là, on est à nouveau maintenant au début du XXIe siècle, en période de bicentenaire de la mort cette fois. Mais là, ça avance. On va essayer de comprendre justement pourquoi cette image poussiéreuse. Bon, du coup, les Playmobil, forcément, c'est fun. Oui. Heureusement que vous êtes là, Frédéric. Mais quelle est l'image de Napoléon dans l'inconscient collectif français, dans un premier temps? Encore faudrait-il qu'on sache qui c'est. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est vrai, hein. On ne savait pas que Napoléon était corse, donc, quand on vient dans votre musée. Oui, certains me disent, mais pourquoi? Bon, mais c'est rare, hein, ça arrive. Il y a une vision partielle du bonhomme. Hein. C'est l'empereur, c'est le militaire, puis le reste, ça reste assez obscur, et surtout le grand œuvre administratif et législatif. Bon, ça, tout le monde oublie. Bon, ça, c'est quand même des trucs assez complexes. Hein. Mais on se limite à l'homme de guerre et au pouvoir totalitaire. Donc ça, c'est une vision de l'inconscient collectif français, mais l'image de Napoléon dans le monde. Un peu plus de succès Oui, plus de succès. Enfin, en tout cas, selon mes critères. Hein, parce que ailleurs dans le monde, pour l'avoir vécu, hein, que ce soit en Asie ou dans les pays anglo-saxons et en particulier aux États-Unis, c'est le rêve américain avant l'heure. C'est le bonhomme qui s'est fait tout seul, absolument. Et au Japon, c'est une île qui fait des empereurs, le Japon. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a le Japon, la Corse et quelques îles dans le Pacifique, hein, mais c'est tout. Voilà, donc il y a ces ressemblances. Connexion culturelle. Enfin, l'image de Napoléon en Corse. Là, c'est tout un poème. Hein. Parce que là, en plus, est passé par-dessus le mouvement culturel du Riaquiste avec la mise en place de la figure totémique de Pascal Paul, ce qui est tout à fait justifié. Hein. Mais il y a un gentil, il faut un méchant, et forcément, le méchant, ça devient Napoléon, hein, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les affaires après Ponteno, la querelle entre les deux, qui a été transformée après à la sauce années 70. Hein. Mais bon, c'est pas grave, mais là on en revient. Ah, quand même. Oui, heureusement. Il y a une prise de conscience. Il faut garder la foi. Hein. On redore un peu le blason de Napoléon. C'est pas question de redorer, c'est de voir l'histoire avec des yeux objectifs.
Est-ce qu'on se l'accapare? Est-ce qu'on se l'approprie? Est-ce qu'on Ça vient. On la revendique, cette histoire, quand même? Ça vient. Mais on part de loin, hein, On va y arriver. bien sûr. Bon. Alors, l'image de Napoléon, la vôtre, justement, est-ce que c'est un personnage qui fait rêver? Oui. Oui, un grand oui, parce que c'est facile hein, de voir d'où il est parti, c'est-à-dire les petites rues d'Ajaccio, et arriver à un tel niveau de son vivant aussi vite, et surtout le niveau après la mort. Je vous pose Ouais. pas la question, Frédéric. Vous fait rêver, Napoléon? Oui, complètement, mais il y a aussi évidemment, quand on lit, on voit cette phrase aussi qui nous dit beaucoup de gens, c'est un rêve, c'est-à-dire qu'il y a cette épopée, puis il y a aussi la chute, qui le rend aussi très humain. Les gens se disent, il est monté très haut, il retombe, ça touche, oui, ça interpelle beaucoup, ça. Bon, on va remettre quand même les choses dans leur contexte. C'est le personnage le plus connu après Jésus. Oui, ça, vous avez eu une étude qui a été faite par une université américaine à partir du moteur de recherche Google. Et c'est le deuxième personnage le plus consulté. Le premier, c'est Jésus, troisième, c'est Mahomet, et deuxième, c'est Napoléon. Bon, il a un peu de succès quand même, notre Napoléon. Oui. J'ai une petite anecdote de ce matin, un visiteur américain qui m'a posé la question, me l'a dit en anglais, mais je ne vous le dirai pas en anglais. Il m'a dit, vous savez qu'il y a deux personnes qui sont très connues pour leur prénom. Alors, que par leur prénom? Alors, il m'a dit Napoléon et Elvis. Ben voilà, encore Mais un Américain m'a dit Napoléon et Elvis, voilà. Bien sûr. pour la chanson. Alors, il y a de nombreuses anecdotes, hein, parce que ce qui lui vaut son succès aussi, c'était un petit peu ses punchlines. Dans le top 3 des anecdotes qui ne sont pas connues, il y a celle de 1815, lorsqu'il apprend qu'il est exilé à Sainte-Hélène. Qu'a-t-il dit? Qu'aurait-il dit? Il a à la fois un côté mystique et un côté excessivement cassant. Là, en l'occurrence, on est dans le mysticisme, parce que quand il apprend qu'il va à Sainte-Hélène, son frère Joseph lui propose de partir dans un bateau vers les États-Unis. Il dit non, pas du tout. Hein. J'ai porté la couronne d'empereur, la couronne de roi d'Italie. Les Anglais m'en offrent une encore plus grande, la couronne d'épines, celle du sauveur. Ah ben voilà. Justement, on s'associe directement au martyr de Jésus. Hein. Il était visionnaire. Bien sûr. Sur Google, la preuve. Allez, autre anecdote relative à sa naissance cette fois. Sa mère aurait accouché sur un tapis, et pas n'importe lequel, un tapis qui l'aurait prédestiné à devenir empereur. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, parce que d'abord c'est la maman qui a démenti l'histoire, qui raconte que effectivement elle aurait accouché sur un tapis représentant Alexandre, la guerre de Troie ou Jules César, enfin suivant les versions. Et en fait, elle dit elle-même que non, hein, à la fin de sa vie à Rome, lorsqu'elle reçoit des journalistes et qui lui demandent si cette histoire est vraie. Elle dit non, à l'époque, on n'avait pas assez d'argent pour acheter des tapis. Et alors, pour finir, une autre formule de Napoléon, qui cette fois avait recadré le cardinal Fesch, qui voulait l'alerter sur la dérive autoritaire de son pouvoir. Oui, le malheureux cardinal que nous aimons beaucoup à Ajaccio, qui s'était aventuré à parler politique avec Napoléon, et la scène se serait passée au palais des Tuileries. Napoléon l'aurait emmené sur un des balcons en lui disant « Tu vois quelque chose là-haut ?» Alors Fesch « Non, rien. Ben, moi, je vois mon étoile et je suis le seul à la voir, donc tu retournes t'occuper de tes croûtes. » Voilà, mais ça c'est fait. Allez, votre passage préféré de l'histoire de Napoléon? Il y en a deux. C'est le début et la fin. C'est-à-dire les deux moments où il est vraiment, vraiment humain et où il construit quelque chose d'absolument gigantesque. D'accord. Allez, on va poursuivre, si vous êtes d'accord, messieurs, avec un exercice imposé. Un exercice imposé à chaque invité. Donc, regardez bien comment ça se passe. Vous aussi, vous allez devoir vous y plier. C'est un questionnaire qui tourne autour du mot rendez-vous, forcément. Et c'est Pierre Gambine qui était à votre place, l'artiste le plus éclectique de Corse, qui s'est plié à l'exercice. On écoute ses réponses. Présentez-vous en une phrase. Je suis compositeur de musique, conseiller, producteur audiovisuel, dans le monde de la musique, bien entendu. Et je suis, pour résumer un peu tout ça, un entrepreneur culturel. Le rendez-vous qui a tout changé, je pense que c'est un rendez-vous amical, un autre compositeur de musique qui a changé ma manière de créer, qui a changé mon regard sur le monde de la musique. C'est François Duchamfraud qui malheureusement n'est plus là et c'est un ami à qui je dois beaucoup.
Pour réussir un rendez-vous, il faut être à l'heure déjà. Je pense que c'est essentiel. Ça fait partie de mes qualités en tout cas. Je suis quelqu'un de très ponctuel. Et j'aime pas trop en retour qu'on soit en retard à un rendez-vous. Et puis je pense que quand c'est un rendez-vous professionnel ou autre, de toute façon il faut toujours être animé quand même d'une bienveillance et puis d'un comportement positif. Ça me semble essentiel. Le rendez-vous avec vous-même, ce rendez-vous il a eu lieu déjà il y a quelques années de ça en arrière. C'est sur un album qui s'appelle Albi Systematic. L'album, c'est une introspection totale. Il fait partie d'un tournant assez majeur dans ma création et même dans mon comportement, dans ma personnalité. C'est un album qui a été un virage assez important pour moi et je pense que c'est le plus important en tout cas. Il y en a eu d'autres. Quel rendez-vous repoussez-vous toujours? Mon rendez-vous chez le dentiste. Voilà. Votre premier rendez-vous, c'était où, quand et avec qui? Je sais pas, il existe. Alors, la question est tellement généraliste qu'il existe tellement de rendez-vous. Mon prochain rendez-vous, il est avec ma compagne. Tiens, voilà. Je pense que je vais lui faire un rendez-vous et puis on va se faire un petit repas en amoureux. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait ça. Eh bien, elle a beaucoup de chance, sa compagne. Allez, on poursuit. Le Napoléon inachevé de Kubrick, adapté enfin, mais au cinéma. Sur les planches, pardon, au théâtre, pas au cinéma. Le lapsus, décidément. On le voulait au cinéma. Toutes les explications avec vous, Marie-Jo. Et oui, c'est une information qui est tout à fait réjouissante et qui concerne non pas la deuxième vie, mais la première du Napoléon de Kubrick, puisque de première vie, il n'y a pas. C'est le plus grand film jamais réalisé, mais jamais au sens premier. Et il n'a jamais effectivement été réalisé. C'est un projet titanesque qui est finalement resté dans les couloirs et qu'on connaît surtout grâce aux expositions, la grande exposition de la Cinémathèque en 2011, ou alors grâce au livre qui a été édité chez Taschen et qui est plein de petits carnets, de petits documents, gros pavé, qui est un petit peu à la mesure du film tel qu'il aurait pu être. Pharaonique. Pharaonique, tout à fait, tout à fait. Alors Kubrick devait tourner ce film avec la MGM juste après 2001 Odyssée de l'espace et avec Jack Nicholson dans le rôle de Napoléon. Pourquoi pas, Pourquoi pas, bah oui. Mais voilà, l'échec du Waterloo de Sergei Bondarchuk a refroidi le studio et la Metro-Goldwyn-Mayer a dit non, on va pas se relancer sur Napoléon, ça fonctionne pas, on va pas le faire. Alors Kubrick n'a quand même pas lâché l'affaire et après Orange Mécanique, il revient à son projet en 1974 et là, Jack Nicholson n'est plus à l'ordre du jour, c'est Al Pacino. Pourquoi pas? Bon, là, le réalisateur a un nouveau problème. Il déclare dans un entretien, Al Pacino ferait un très bon Napoléon jeune, mais je ne connais personne qui ressemble au vieux Napoléon. L'une des solutions serait de filmer assez lentement pour qu'Al Pacino ait 50 ans à la fin du tournage. Ah oui. Ouais, enfin, il en avait 34-35 au début du tournage. Ça fait un peu long. C'est plus que du lentement. C'est une drôle d'idée à la Kubrick. Du coup, ça n'a pas fonctionné Toujours non pas. plus. Non. Donc finalement, le Napoléon de Kubrick a rejoint le panthéon de ces fameux films impossibles, maudits, mythiques. Mais il revient régulièrement sur le devant de la scène avec donc des expositions. Et cet été, ça a été avec justement une idée qui sortait un petit peu du lot. C'était en fait tout le script du film adapté au théâtre, enfin plutôt une sorte de lecture publique en fait. Mais les acteurs étaient en costume, c'était plus ou moins joué sans une vraie mise en scène. Et ça a été donné donc les 20 et 23 août à la Fondation Angel Orensons. Voilà, c'était plutôt intéressant comme challenge. Et c'est le baryton français David Serrero qui a donné sa voix à Napoléon. Non, c'était pas chanté, mais c'était une belle voix, c'était quand même plutôt bien. Donc ma question, et j'essaye d'être dans les temps pour une fois, Bon, vous l'êtes. y a-t-il une malédiction de l'empereur dans le 7e art, l'un ou l'autre? Oui. Oui, vraiment? Oui, catégorique, puisqu'il faut qu'il y ait un grand réalisateur et un grand acteur. Alors, depuis Abel Gance, depuis le Napoléon d'Abel Gance, en fait, on n'a pas... Puis Renat Frassat et Jérémy Alberti. On s'est rattrapé avec les exilés. Les exilés, c'est pas Napoléon tout à fait, mais c'est quand même une histoire de Napoléon. Mais une vraie, je sais pas, une espèce de biopic de Napoléon, c'est... Compliqué. Compliqué. Ouais. Moi, j'aime bien le Monsieur N de Cohn. Exact. C'est vrai que Toreton est bien, la confrontation avec Hudson Law, les personnages, les acteurs français remarquables, Roche Dizem, tout ça. Et puis cette énigme, bon, la fin, j'ai l'interprétation, mais la densité, c'est pas mal. Oui, c'est une hypothèse qui aurait pu être, qui peut être envisagée. C'est vrai que ça reste une fiction, mais peut-être que ça n'en est pas une. Du coup, on attend quoi? Un nouveau Napoléon Il
faut le trouver, hein, l'acteur. C'est vraiment Trouver pas l'acteur évident. et trouver le réalisateur, finalement. Aussi. Merci c'est ça. à tous. Personne n'a remarqué un anachronisme autour de cette table. Notre petit... Petit, Oui. un petit personnage ici. Allez, merci infiniment Frédéric Pierrot, le musée Naporama, le plus impérial des petits musées. Merci à vous. N'hésitez pas hein, à contribuer et à aller visiter. On a un personnage, il ne faut pas l'oublier Avec son hein, pylône. sur la table. Merci beaucoup Philippe et Marie-Jo de nous avoir rejoints au rendez-vous. Et puis évidemment, merci à vous de nous avoir suivis, que ce soit en direct ou en replay. À vous de choisir votre écran, puisque le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très très vite. Ciao.